Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Asbara. Nous allons nous déplacer vers des latitudes autrement plus tropicales cette fois-ci et nous intéresser au Brésil, à sa politique et à sa géopolitique. Le Brésil est un pays dont on fait les grandes puissances. Il se chauffe au bois, justement, de Brésil, qui lui a donné son nom lorsqu'il a été découvert pour la première fois par le navigateur Pedro Álvares de Cabral lors de sa grande expédition vers le continent sud-américain. En 1494, le traité de Tordesillas accorde au Portugal la moitié du monde, et il se trouve que cette moitié, donnée par le pape Alexandre VI, va couper le continent sud-américain en deux. Une partie qui appartiendra à l'Espagne et une partie plus occidentale qui reviendra justement à l'ensemble du royaume du Portugal. C'est dans la baie de Guanabara que va s'installer justement la première expédition portugaise qui va rapidement être virée par des Français, tout à fait, par le chevalier de Villagnon, qui va établir ce que François Ier considéra comme un des joyaux de son règne, la France antarctique. Les Hollandais vont également s'implanter dans le nord-ouest, implantant justement des colonies protestantes, mais également offrant un refuge aux maranes expulsés du Portugal et chassés par l'Inquisition. Et au cours des différentes péripéties entre Français, Hollandais et Portugais, le dernier mot reviendra justement à la couronne portugaise qui établira son empire et ses capitaineries. Ces capitaineries vont s'enrichir d'immigrants essentiellement portugais, essentiellement d'origine noble, qui vont déporter la majeure partie des esclaves noirs d'Angola directement dans les colonies sucrières. Et ces colonies sucrières vont constituer justement le joyau de la couronne portugaise en Amérique. Lors de la colonisation du territoire de l'Amazonie par les Portugais, d'innombrables populations indigènes vont se voir réduites en esclavage, massacrées ou tout simplement dépossédées de leurs terres pour faire de la place pour les troupeaux et également pour devenir les premiers exploitants des colonies minières du Minas Gerais et fournir à la couronne portugaise ses richesses en or et en argent. Le Portugal va cristalliser un petit peu sa colonie principale de ce côté-ci de l'Atlantique, et cette colonie va devenir son principal refuge lorsque Napoléon va tenter de s'emparer de la totalité de la péninsule ibérique. En effet, ce sont les Français qui vont pousser la famille royale portugaise à se réfugier au Brésil et à déclarer le Brésil empire. Et lorsque, tout simplement, la France va être vaincue et les Alliés, les Anglais, les Russes, les Autrichiens et les Prussiens dépecer la France et permettre le retour des Espagnols et des Portugais dans leur propre monarchie, nous allons assister à un cas un petit peu particulier pour une colonie sud-américaine. Le tenant du titre, Pedro Pierre, va tout simplement refuser de retourner au Portugal et rester au Brésil et en devenir l'empereur. Plus tard, il sera, au milieu du XIXe siècle, contraint de retourner au Portugal justement pour défendre sa fille, mais il laissera son fils de 5 ans, Pierre II, Pedro II, Dom Pedro, s'occuper de l'empire du Brésil. C'est Dom Pedro qui va devenir empereur à part entière du Brésil et totalement briser les derniers liens qui l'unissent à sa mère patrie portugaise en Europe. Dom Pedro va tout simplement introduire l'industrialisation, les nouvelles méthodes de conditionnement du sucre et de la viande et faire du Brésil un véritable État. 1 an avant son départ, 1 an avant d'être expulsé par une junte militaire, il aura l'audace et le courage d'abolir totalement l'esclavage dans cette colonie qui est celle qui possède le plus d'esclaves de tout le continent américain. Dom Pedro parti, le Brésil va devenir chasse gardée de ce qui va être la plaie endémique de peut-être tous les pays latino-américains, voire même de tous les pays latins, les juntes militaires. Lorsque l'armée tente de prendre le pouvoir en renvoyant le dernier empereur brésilien,
les capitalistes inhérents à l'exploitation minière et à l'exploitation forestière, ainsi que ceux issus du secteur de la viande, vont tout simplement mettre le pays en coupe réglée et organiser une certaine prospérité brésilienne qui durera jusqu'à la Première Guerre mondiale. En effet, à l'écart des belligérants et du théâtre d'opération européen, le Brésil va fournir de la viande, va fournir du métal, va fournir tout ce que son immense territoire peut donner dans la bouche du gouffre européen qui tout simplement va lui permettre d'asseoir une posture de grande puissance régionale latino-américaine. Il se distingue par l'usage du portugais, contrairement à toutes les autres nations qui parlent espagnol, et par l'unité de son territoire. Le modèle du Brésil à ce moment-là, c'est clairement les États-Unis. En effet, le Brésil, c'est ce qu'on pourrait appeler Estados Unidos do Brasil, c'est-à-dire les États-Unis du Brésil, et ce modèle fédéral inspiré directement des États-Unis, mais également du Mexique, va lui permettre une meilleure exploitation de son territoire qui va prendre totalement sa pleine mesure avec l'industrialisation et surtout l'adjonction de capitaux nord-américains dans l'ensemble des sociétés qui vont constituer l'épine dorsale du système économique brésilien. À ce moment-là, on va assister également à une dictature sur le modèle fasciste européen. On parle notamment de Vargas, qui dans les années 30 va prendre le pouvoir. Idéologiquement, ça va se jouer à très peu pour que le Brésil penche du côté de l'Axe. Néanmoins, après des attaques de sous-marins allemands sur l'ensemble des navires de transport brésiliens vers, encore une fois, le théâtre d'opération européen, et bien, tout simplement, le Brésil va choisir d'aller contre peut-être une certaine idéologie fasciste et de prendre le parti des Alliés et va déclarer la guerre aux puissances de l'Axe. Il siégera donc aux côtés des vainqueurs lorsque l'Organisation des Nations Unies en 1945 l'accueillera en son sein. Vargas quitte le pouvoir en 1945 et une certaine libéralisation du pays va s'établir entre 1945 et 1964. C'est la période où des groupuscules communistes, sous l'impulsion du Comintern, mais également sous l'impulsion de révoltes et de réformes agraires voulues au niveau local, vont s'implanter profondément dans le pays, notamment dans le Nord-Est, la région la plus pauvre du pays, celle qui compte le plus de métis et de noirs, et qui va devenir peut-être l'envers du décor d'un Brésil qu'on présente comme une puissance économique éclatante en Amérique du Sud, même à cette période-là. Et en 1964, c'est de nouveau le coup d'État militaire, c'est de nouveau une véritable dictature qui se met en place et qui va tout simplement devenir peut-être un des éléments majeurs du plan Condor. Alors, petit rappel, en termes géopolitiques, le plan Condor est une alliance de toutes les dictatures de droite sud-américaines dans les années 60, 70, voire le début des années 80, qui consiste tout simplement à lutter contre le communisme de manière commune, sous l'égide de la CIA et des États-Unis, et à massacrer de l'opposant politique. Cette dictature-là va se distinguer par sa férocité, par sa pratique des escadrons de la mort, par le massacre d'indigènes, par le massacre de militants communistes, et par l'instauration d'une véritable police de la pensée sur l'ensemble de la société brésilienne. Des villes comme Rio de Janeiro, comme São Paulo, vont devenir des vitrines économiques, mais la capitale sera établie à Brasilia, une véritable capitale fédérale créée sur le modèle américain de Washington et sur le modèle australien de Canberra, qui sera constituée, on va dire, des principaux bâtiments de l'administration et qui sera un peu comme une capitale hors sol, qui n'aura pas de réel rapport avec le pays. Elle aura énormément de mal à s'installer dans le cœur des Brésiliens, à la fois ceux du Nord-Est, qui constituent une sorte de prolétariat local, et ceux justement des régions les plus riches du Sud, qui, de par leur héritage d'aristocrates sucriers et de propriétaires fonciers, vont constituer le pôle de principal soutien à la dictature. Cette dictature va faire d'innombrables victimes, et le Brésil va s'impliquer au niveau de l'ensemble de l'Amérique du Sud dans la poursuite de ses opposants politiques.
Il sera notamment aidé par la CIA, les États-Unis, comme on l'a déjà dit, notamment sous la période Reagan, dernières années de la dictature brésilienne, mais également par d'anciens officiers français qui iront à Manaus fonder des écoles de contre-insurrection et qui donneront à l'armée brésilienne ce petit quelque chose en plus qu'elle a sur les autres armées sud-américaines, c'est-à-dire une supériorité dans la lutte dans la jungle, une supériorité dans la lutte contre-insurrectionnelle au niveau des moyens employés, de la doctrine employée, et progressivement, l'armée brésilienne, grâce ou en dépit de cette idéologie-là, va devenir la deuxième armée du continent américain. Cela va en outre générer une industrie de la défense particulière. Le Brésil est un des seuls pays d'Amérique du Sud qui va créer sa propre industrie de la défense et qui va justement utiliser cette industrie de la défense, dans un premier temps, pour reconquérir ces territoires perdus et pour assurer la maîtrise de l'ensemble du pays, et ensuite pour créer une véritable industrie d'exportation, dans un premier temps au niveau du Mercosur, de l'alliance économique du cône sud-américain, et ensuite vers d'autres pays, notamment des pays africains. À ce moment-là, la dictature semble être proche de sa fin. C'est le cas en 1985, lorsque, progressivement, des partis libéraux vont s'associer aux anciens communistes et aux anciens terroristes communistes repentis, et vont constituer progressivement des gouvernements d'alternance qui vont se succéder et qui vont faire entrer le Brésil dans une nouvelle ère avec une émanation de son soft power assez importante au niveau international. Ce soft power va se traduire notamment par la musique, mais surtout par le football, par un certain art de vivre et par la langue portugaise revisitée par les auteurs brésiliens, revisitée par la musique brésilienne, par la bossa nova et par des nouvelles technologies qui seront directement implantées au Brésil, ce qui va distinguer peut-être l'ensemble brésilien du reste du continent sud-américain par sa puissance industrielle. Cette puissance industrielle-là va être constamment, au cours des années 80, des années 90 et des années 2000, réévaluée à l'aune des richesses en hydrocarbures du pays. Le géant brésilien Petrobras va acquérir une place de choix dans le monde des pétroliers, dans le monde de l'industrie pétrolière, et va constituer un des jalons de la mesure de la puissance énergétique du Brésil sur l'ensemble du reste du monde. Lorsque le Brésil aborde justement le début du XXIe siècle, c'est pour la première fois un ancien guérillero repenti, Lula, qui va accéder à la présidence et qui va enchaîner 2 mandats qui vont réellement libéraliser non seulement l'économie, paradoxalement, mais également la société brésilienne dans les mœurs, dans les habitudes et dans le carcan que faisait peser jusque-là la religion catholique. La religion catholique au Brésil va être contrebalancée justement par l'apparition d'une nouvelle forme d'expression religieuse, le protestantisme pentecôtiste et évangéliste, qui, dans un pays profondément catholique, va créer de vives dissensions, notamment entre les classes les plus défavorisées, qui auront tendance à aller vers les évangélistes, et les classes les plus anciennes, l'ancienne aristocratie sucrière, qui va s'arc-bouter sur le catholicisme. Une nouvelle classe intermédiaire va apparaître, qui pour une fois vote conservateur, au contact de ces courants évangélistes. C'est justement eux qui signeront la fin peut-être de Lula et de sa suivante, Dilma Rousseff, qui tous les deux enchaîneront 2 mandats successifs et qui sonneront justement le début d'un changement à la fois politique et géopolitique majeur pour le Brésil. Bolsonaro et ses soutiens vont arriver, à partir de 2019, à changer radicalement l'inclinaison géopolitique du Brésil. Nous allons revenir brièvement sur ce qui est le Brésil au début du XXIe siècle en termes géopolitiques. Un soft power, comme on l'a dit, mais également une sorte de théorie de la libération nationale, une sorte de multilatéralisme avec des pays comme l'Iran, avec des pays comme Cuba, avec des pays comme la Chine, une volonté d'indépendance vis-à-vis de la doctrine Monroe pratiquée par les États-Unis,
Et cette impression que le Brésil peut constituer justement le pendant sud-américain des États-Unis, tout simplement parce qu'il partage un petit peu les mêmes caractéristiques. Un territoire immense, des ressources naturelles incalculables, une population travailleuse, une population métisse et des inspirations très 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 poussées dans la volonté de domination culturelle de l'ensemble du monde. Alors, bien sûr, les États-Unis ont un temps d'avance certain sur le Brésil, mais le modèle semble être suivi paradoxalement par la gauche brésilienne qui désire tout simplement s'affranchir d'une domination qui jusqu'ici, de par l'injection de capitaux américains ou de par l'ingérence sécuritaire américaine, l'a bloqué dans son évolution. Quand Bolsonaro va accéder au pouvoir, c'est un nouvel axe entre le Brésil et les États-Unis de Donald Trump à cette époque-là qui va se mettre en place. Une politique beaucoup plus droitière, des alliances beaucoup plus distendues avec des pays comme l'Iran et avec des pays comme la Russie, une véritable adhésion au moins sur le principe au pacte de sécurité américain, qui concerne l'ensemble du continent américain, et la volonté de négocier cette fois-ci non pas avec les pays de ce qu'on appelait précédemment le tiers-monde, mais avec les grands, pour justement faire du Brésil la première nation d'Amérique du Sud à posséder un siège permanent au Conseil de sécurité à l'ONU. Encore une fois, cette volonté de pousser cette indépendance brésilienne dans sa diplomatie et dans sa politique extérieure, qu'elle s'appuie sur la Russie ou la Chine ou qu'elle s'appuie sur les États-Unis, est toujours la même. C'est pour le prestige de l'État brésilien et pour la rayonnance de ses industries et de son soft power que va travailler également Bolsonaro. Seulement, il ne pouvait pas prévoir que la crise du Covid allait faire du Brésil le deuxième pays au monde le plus touché. Cette crise sanitaire va révéler les profondes séquelles sociales laissées de côté, les plaies béantes laissées de côté à la fin de la période Lula, qui avait réussi à faire sortir une part importante des Brésiliens de la pauvreté et raviver des tensions assez importantes sur l'ensemble du territoire brésilien, notamment dans des disparités régionales entre le nord-est et le sud, et entre l'intérieur du pays et les territoires indigènes et les grands groupes miniers et industriels qui vont défricher au maximum l'ensemble du territoire. Une fois cette politique mise en place, Bolsonaro va se voir un petit peu couper l'herbe sous le pied par les gouvernements des États fédéraux du Brésil qui vont, pour le coup, avec son assentiment, prendre une certaine importance et tout simplement faire pencher la balance en faveur d'un fédéralisme de plus en plus assumé, alors qu'à l'origine, l'autorité centrale de Brasilia était quelque chose qui s'était durement affirmé sur ces États-là pendant la période de la dictature militaire. Bolsonaro est souvent accusé d'être, à cette période-là, justement un nostalgique de la période de la dictature militaire. On rappelle qu'il était capitaine dans l'armée brésilienne pendant la période de la dictature militaire et bien après. Ce qui va lui couper profondément l'herbe sous le pied, c'est la situation sanitaire et la difficulté qu'il va avoir à assumer face à certaines classes de la population, notamment les plus pauvres, qui étaient sortis de la misère et qui s'y retrouvent plongés par la crise économique mondiale, qui est une crise avant tout difficile pour les exportations de pétrole, pour ce qui fait un petit peu le lubrifiant de l'économie brésilienne. Cette crise va également toucher énormément la consommation intérieure. C'est cela qui va précipiter la chute de Bolsonaro et qui va ramener au pouvoir Lula, qui, rappelons-le, avait été tout simplement mis en prison pour une affaire de corruption qui avait justement trait au géant Petrobras, le géant pétrolier qui fait un petit peu le lubrifiant de l'économie brésilienne. Et l'ensemble de ces paramètres-là vont conduire le Brésil à adopter peut-être, à partir de maintenant, une nouvelle attitude géostratégique. Alors, le bilan des années Bolsonaro est extrêmement faible. De 2019 à 2022,
ses programmes internationaux, son revirement d'alliance avec les États-Unis n'ont pas peut-être donné leur pleine mesure, on va retrouver peut-être un Lula plus averti, plus au fait des questions internationales. On s'aperçoit que la base profondément anti-israélienne et anti-américaine qui avait caractérisé ses mandats et également ceux de Dilma Rousseff s'est profondément étiolée. On s'aperçoit qu'une partie de la bourgeoisie libérale qui avait glissé à droite en 2019 et qui avait fait Bolsonaro l'a lâché et a profondément adhéré, ou en tout cas a permis la victoire de Lula. Qu'est-ce que cela veut dire? Des ponts qui se sont mis en place entre les États-Unis et entre le Brésil vont persister. Probablement la rhétorique anti-israélienne ne va pas forcément être remise au goût du jour, surtout au moment où le principal soutien de Lula à l'international, qui était l'Iran, va se retrouver sur le devant de la scène pour les manifestations et les massacres qui s'y produisent. On peut espérer une politique extérieure brésilienne beaucoup plus intelligente, beaucoup plus multilatérale cette fois-ci, dans le sens de l'ensemble des nations d'Amérique du Sud, mais également des États-Unis démocrates et du continent européen. Et surtout, dans ce contexte de crise économique post-pandémie, nous pouvons espérer voir de nouveaux partenariats sur des technologies innovantes se mettre en place, que ce soit sur le plan de la défense ou que ce soit sur le plan de l'agronomie. Rappelons que la crise économique actuelle est également une crise des matières premières et une hausse du prix des denrées les plus simples. Le Brésil a certainement sa carte à jouer. Attendons de voir ce que le nouveau président Lula, fraîchement élu en novembre 2022, va faire. C'est sur ces espoirs et ces perspectives d'évolution politique et géopolitique du Brésil en 2023 que je vais vous quitter. Nous aurons l'occasion de revenir dans d'autres émissions Asbara sur d'autres ensembles géopolitiques. Au revoir à tous et je vous dis à très vite.